on est là dans le cadre d'un format qu'on inaugure dans la suite dans la suite des réunions qu'il y a pu avoir, des échanges qu'on a mis en ligne via les webinaires au cours de l'enseignement. Et là, on a décidé de mettre en place, au sein de l'équipe de l'espace éthique PACA Corse, un format qui va être à peu près mensuel, peut-être parfois plus en fonction de l'actualité, qu'on nomme conversation, et dont l'objectif est d'avoir un premier temps d'échange entre 2 ou 3 orateurs sur une thématique donnée, sur laquelle donc, ces orateurs invités auront pris le temps de réfléchir et de vous proposer des premiers éléments de réflexion, pour ensuite leur permettre d'échanger déjà entre eux et ensuite d'échanger avec vous qui nous regardez via le système de chat. Donc, en pratique, au fur et à mesure de votre écoute et des questions que vous vous posez, je vous propose de les mettre à la discussion, enfin, d'utiliser le chat ou les questions, l'entrée de chat ou questions pour poser vos questions, afin que ensuite je les relayerai à la fin des 2 interventions et des premiers temps d'échange entre les 2 orateurs. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre Michel Caillol. Donc, le docteur Michel Caillol est chirurgien. Il est aussi docteur en philosophie. Et actuellement, il assure de nombreuses formations en éthique dans le domaine de la santé auprès de nombreux établissements. Il fait partie à part entière de notre équipe pédagogique au sein de l'espace éthique PACA Corse. Je le remercie d'être là et d'avoir accepté d'intervenir cet après-midi. Et puis, Marie Hervé, une jeune agrégée de philosophie. Elle nous a contactés en ce début d'année parce qu'elle est dans la région pour échanger un petit peu avec nous. Et puis, elle est élève de l'école normale supérieure. Elle a un bon bagage en philosophie. Et donc, nous lui avons demandé de faire ce dialogue, cet échange avec Michel. Alors, le thème que nous avons choisi pour cet après-midi, c'est autour de cette question: le respect de l'autonomie est-il encore possible dans un monde protocolisé? Donc, il s'agit à la fois d'interroger l'exercice de l'autonomie du sujet malade, mais aussi celle du professionnel de santé, en lien aussi avec la crise sanitaire, mais de façon générale, quand la médecine devient de plus en plus protocolisée, de plus en plus normée. Donc, la crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt 1 an nous confronte en tant que professionnels de santé, en tant qu'usagers du système de santé ou même en tant que citoyens, à un grand nombre de contraintes, d'obligations, de protocoles, afin de faire face à cette pandémie inédite. Et donc, nous sommes face à une mise en scène très particulière de cette protocolisation qui préexistait, mais qui là prend une forme encore plus radicale. Et la question, c'est que reste-t-il de nos libertés dans cette situation? Peut-on encore parler d'autonomie du sujet? Qu'est-ce que cette autonomie du sujet et quelle marge de manœuvre avons-nous pour faire face à des consignes toujours nouvelles? Est-ce qu'on peut adapter nos pratiques malgré tout? Et comment jongler entre intérêt individuel et intérêt collectif? Voilà, comment penser le concept d'autonomie face à ces nombreuses normes imposées. Voilà un peu la porte d'entrée. Michel Caillol et Marie Hervé vont nous apporter leur réflexion, leur regard sur cette question-là. Et donc, je vous incite, je vous invite même à nous faire part de vos questions au fur et à mesure. Et nous prendrons a priori donc une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes chacun, Michel et Marie, puis ensuite un petit échange entre vous, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite la dernière demi-heure sera consacrée aux échanges avec les participants. Voilà, je vais laisser tout d'abord la parole à Michel. Michel Caillol, voilà, à toi. Alors, merci beaucoup, Perrine. J'essaie juste de voir si j'ai partagé mon écran à partir du début. Voilà. Vous le voyez? C'est bon? Il faudrait que tu te mettes en diaporama, et puis c'est très bien. Je suis en diaporama là. Normalement, voilà, je suis en diaporama.
On le Voilà. voit, Michel. Merci. Parfait. Merci à vous. Merci à Perrine de m'avoir fait l'honneur de participer à cette réunion et merci de la quantité de présents. Hein. On est plus d'une soixantaine, donc vraiment, c'est impressionnant. Et merci à Marie aussi, qui va argumenter sur le plan beaucoup plus philosophique que moi, puisqu'avant d'être docteur en philosophie, je suis d'abord médecin. Ce qui veut dire que dans la question que nous a posée Perrine, je vais surtout parler du respect de l'autonomie dans la relation soignant-soigné, sans faire de philosophie politique, bien entendu en évoquant un peu ce qu'on peut entendre par autonomie en général, mais plutôt avec un éclairage médical. Alors, c'est évident, et nous le savons, que le soin, toute démarche de soin fait intervenir au moins deux acteurs. Le premier, c'est le patient, le soigné, et vous savez que le mot patient vient du mot latin patior, qui veut dire subir, qui veut dire schématiquement souffrir, c'est-à-dire celui qui est passif. Alors la question, elle est dans notre interrogation, est-ce que ce patient pourrait devenir agent? Le contraire du patient, c'est l'agent. Est-ce qu'il pourrait être aussi actif que ce que nous souhaiterions? Est-ce que c'est possible? On va voir que ça n'est pas aussi possible, aussi évident que ce qu'on pourrait croire. Évidemment, le soignant aussi, et Perrine a bien dit que l'autonomie du soignant, c'est aussi d'être libre, d'arriver à décider. Alors, dans le fond, pendant longtemps, le patient a subi la décision puis l'action du soignant, évidemment pour son bien, mais sans véritable concertation. C'est l'histoire, dans le fond, du pouvoir médical trop longtemps quasi absolu et qui a évolué heureusement d'abord vers un certain paternalisme et aujourd'hui vers une autonomie revendiquée. Alors j'oublierai les autres acteurs, quoique l'entourage et la famille, bien sûr, mais quoique la loi et les protocoles, et on est en plein dedans. Est-ce que ce qui encadre le soin et la pratique du soin peut poser des problèmes quant à cette relation soignant-soigné à l'aune de leur autonomie? Alors pour faire rapide, on pourrait dire qu'il y a une longue passivité du malade dans l'histoire de la médecine et des relations soignant-soigné, en dehors du code Hammurabi en 1700 avant Jésus-Christ, où pour la première fois, a priori, un soignant, un médecin, s'il en était pour autant, avait été condamné pour avoir maltraité son malade. Mais en gros, en schématisant, jusqu'au XVIe siècle en France, le patient devait subir seul toutes les conséquences du choix de son traitement, son autonomie étant quasi nulle, sauf d'avoir choisi son médecin dans le fond. Alors en 1936, tout le monde connaît l'arrêt Mercier, qui proclame que la relation médicale se fonde sur un contrat tacite et que l'autonomie du malade se résume globalement toujours à avoir choisi son médecin, mais du coup, le médecin devient responsable de ce qu'il fait subir à son patient. C'est un progrès, et en simplifiant évidemment, on peut dire que les deux lois essentielles qui ont modifié le code de la santé publique à la fin au début du XXIe siècle, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, complétée par la loi Leonetti et Claes-Leonetti d'avril 2005. En gros, ces deux lois, ces deux protocoles, dans le fond, ça en sont, affirment à travers les droits des malades l'autonomie du patient que l'on pourrait schématiquement résumer en obligation du consentement et au droit à l'information qu'elle implique. Alors, Perrine l'a bien fait remarquer, la question du respect de l'autonomie pose donc en écho celle de la finalité de la médecine et de la prégnance des protocoles par rapport à cette finalité. La pandémie de Covid-19 en révèle toute l'acuité. Ce n'est pas la peine de faire un dessin et on connaît tous les pérégrinations, les contestations, les ressentis du public en général et peut-être des malades en particulier. Alors la première question qui est importante, sinon on ne sait pas de quoi on parle, c'est la finalité du soin. Je crois que l'autonomie du patient par rapport à cette finalité, elle est fondamentale et l'autonomie, la liberté du soignant, c'est de bien comprendre quelle est sa finalité. Alors plus que de guérir, que guérit-on? De prolonger la vie à tout prix jusqu'à l'obstination déraisonnable, voire de redonner la santé, mais qu'est-ce que c'est que cet état complet de bien-être physique, mental et social? La médecine, comme le disait déjà Aristote, consiste à remettre le malade dans la physis, c'est-à-dire dans son état entre guillemets naturel. Dominique Folcher nous rappelle que dans le fond, le médecin, la médecine n'est qu'une médiation qui vise à remettre une personne malade. Gadamer parle de mal habitus comme une exclusion hors de la vie. Je suis malade, je n'habite plus bien le monde, je suis exclu hors de la vie.
et je vais essayer d'être non malade. Pour ça, je fais appel au médiateur qui est le médecin, qui grâce éventuellement à sa technicité et surtout à son humanité, on connaît le cure et le care des Anglais, va essayer de me rendre non malade, quand bien même mon état physique ou biologique serait peut-être identique. On peut être diabétique et ne plus être malade, on peut être cancéreux et ne plus être malade, on peut être âgé dépendant et ne plus être malade, et on peut peut-être être contaminé sans être malade. D'autant que, comme le dit encore Folched, le médecin est un remédiateur, c'est un remède. C'est-à-dire que c'est bien le malade qui est le plus actif dans la volonté ou dans l'issue de ne plus être malade. Alors, si je prends l'exemple classique de... Alors, la maladie, donc, c'est cette histoire de ne pas bien habiter le monde, d'être comme exclu hors de la vie, et ce qui nous fait différencier l'état dans lequel je suis de la possibilité dans laquelle, dans cet état, je peux continuer d'être un être humain, je dirais ordinaire, c'est-à-dire d'exister. Alors on va voir, pour reprendre un exemple, qu'à travers la prise en charge des personnes âgées dépendantes en EHPAD dans le contexte de la pandémie, eh bien, ça illustre bien la nécessité d'être cohérent avec cette finalité. Dans le fond, faut-il les confiner pour les mettre à l'abri d'une éventuelle contamination qui pourrait leur être fatale et contribuer à la saturation des hôpitaux? On pourrait dire qu'on n'écouterait pas leur autonomie pour la protection du plus grand nombre éventuellement ou des hôpitaux. Si on admet que la finalité du soin et donc de la médecine, c'est de tâcher de rendre une personne dans son humanité, c'est-à-dire dans son pouvoir être au monde, qui puisse lui permettre d'exister et non pas simplement de vivre indépendamment de l'état dans lequel elle est, alors le confinement systématique paraît tout à fait délétère, d'autant plus qu'il n'y aurait pas de véritable consentement. Cela pourrait en effet les empêcher d'exister par solitude, par enfermement, par absurdité de leur situation, etc. Chaque cas devant être envisagé à l'aune de sa singularité. Mais pour autant, et c'est là où il y a une certaine aporie, quand bien même il s'agirait d'un choix autonome, libre, on va le voir, du résident, son respect absolu, le respect absolu de la décision du résident de faire fi d'être contaminé, pourrait aller à l'encontre du choix contraire de certains autres résidents qui, au contraire, pourraient privilégier leur protection contre toute contamination, c'est-à-dire demander à ce que personne ne vienne en EHPAD. On voit bien que c'est compliqué de respecter l'autonomie de certains et l'autonomie d'autres, et en même temps de respecter la santé publique. Mais il ne faut jamais oublier dans cette discussion, au cas par cas, je le répète, on ne peut absolument pas faire du systématique, que l'animal vit quand l'homme existe. Si on prive un être humain de la possibilité de donner du sens à sa vie, et si on prend l'exemple des personnes âgées dépendantes en EHPAD, si on se contente de les nourrir, de les protéger du chaud, du froid, et de les empêcher d'avoir des sens à leur vie, comme aller voir leurs enfants, leurs petits-enfants, peut-être on les traite très mal, et dans le fond, on leur fait plus de mal que de bien. On voit bien que ça pose évidemment un problème, et on voit que l'autonomie n'est pas forcément synonyme de la liberté à tout prix. Alors, vous savez qu'autonomos, ça veut dire ma propre loi, la loi que je me suis faite à moi-même. Ça ne concernait au départ que la sphère juridico-politique, l'indépendance ou l'autodétermination d'un État. Alors, Jean-Jacques Rousseau l'élargit au domaine moral en l'assimilant à la liberté comme l'obéissance à la loi qu'on s'est soi-même prescrite. C'est la liberté comme une contrainte volontaire acceptée à travers le contrat social. Et il peut écrire l'impulsion du seul appétit, c'est-à-dire l'homme dans la nature soumis à ses désirs et à la nécessité est esclavage. L'obéissance à la loi qu'on s'est soi-même prescrite, sous-entendu dans la société commune, est véritable liberté. Dans le fond, la moralité viendrait de la société dans le fond. Kant va l'intérioriser en parlant d'autonomie de la volonté. C'est le fondement de la dignité, et là ça devient intéressant. À côté des plantes et des bêtes, l'être humain est le seul qui puisse décider, c'est-à-dire donner une valeur à ses actions, donc pouvoir choisir. En médecine, ne pas respecter cette liberté, donc le choix autonome du malade, reviendrait à ne pas respecter sa dignité. Mais Kant, farouche défenseur de l'autonomie, appuie la volonté du sujet autonome sur la seule raison pratique pure. Alors pour faire simple, vous savez qu'on a une raison théorique, c'est la science actuelle, que puis-je connaître, et une raison pratique, que dois-je faire de ma vie, c'est-à-dire c'est une rationalité qui n'est pas dans la pure connaissance scientifique. Mais si on est dans une raison pratique pure, c'est-à-dire une autonomie absolue de la volonté,
bien, on est dans un monde peut-être trop théorique, et on peut dire très schématiquement, Marie reprendra sûrement cette discussion, que Hegel rajoute le monde réel dans cette théorie kantienne, il rajoute la subjectivité et l'altérité. Et il peut ainsi dire, pour définir la liberté, c'est être chez soi dans un autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction du monde des autres. Et le monde dans lequel nous vivons, tout le monde le sait, l'être humain tout seul au monde n'existe pas. Nous ne pouvons vivre qu'en société, et encore faut-il que cette société soit proprement politique, c'est-à-dire que chacun puisse décider. Alors, réflexion qui mériterait d'être remise au goût du jour, la réflexion de Hegel sur l'altérité et la subjectivité, quand l'autonomie est revendiquée comme une sorte de repli individualiste. Décider par soi-même, c'est bien assumer son autonomie. Décider pour soi-même, c'est valoriser à l'excès sa liberté. J'ai décidé de ne pas porter le masque, j'ai décidé de ne pas respecter le couvre-feu, j'ai décidé que la vaccination était nulle, etc., etc. Dans le fond, pour faire rapide, le droit-créance, qui est le danger structurel des démocraties, comme le disait Tocqueville, c'est que de nos jours, la conception de l'autonomie s'est largement orientée vers une liberté personnelle comme un droit, comme une capacité psychologique d'individus adultes réfléchis, ce qui illustre parfaitement la définition de l'autonomie parmi les 3 autres principes de bioéthique. Tout le monde connaît le livre de bioéthique, l'essai de bioéthique de Childress et Beauchamp. Et dans le fond, on pourrait céder en médecine des limites de cette autonomie à travers ces principes. L'autonomie, le patient doit pouvoir choisir, c'est le consentement libre et éclairé. On va voir que est-ce que le patient est vraiment libre et est-ce qu'il est vraiment éclairé. La bienfaisance, alors c'est encore plus compliqué, c'est accomplir au profit du patient un bien qu'il puisse reconnaître en tant que tel. C'est-à-dire que c'est le bien du patient et ça n'est pas le bien, entre guillemets, en soi. Est-ce que cette autonomie peut être respectée? On voit bien qu'il y a des tas de conflits entre ces principes, d'autant que la non-malfaisance, c'est d'abord de ne pas nuire, et qu'en plus, surplombe le dernier grand principe, la justice, même qualité, répartition de soins pour tous, c'est-à-dire mise en commun des ressources de la santé publique dans le fond. Alors, sans rentrer dans les détails de ces principes de bioéthique, on voit bien que ça ne suffit pas, ils sont tous relatifs, on va voir qu'il y a une asymétrie d'information et ils peuvent entraîner une fuite de responsabilité de la part du soignant, ils peuvent entrer en conflit, les sentiments, comme le dit Pierre Lecoz, en sont exclus, et évidemment, ils peuvent justifier certaines dérives, il faudrait donc les respecter en les dépassant. Alors évidemment, une fois qu'on a surplombé et éclairé cette position de l'autonomie dans la relation soignant-soigné, on pourrait dire, que faire? Le CCNE répond un peu en bottant en touche. Primat du principe de non-malfaisance, d'abord et avant tout, ne leur faites pas du mal, mais primauté, d'abord et avant tout, faites-leur du bien. En français, ça veut dire débrouillez-vous. C'est-à-dire, et ça répond vraiment à la question que Perrine posait, est-ce qu'on peut respecter l'autonomie dans un monde protocolisé? Eh bien non, c'est très compliqué puisque les protocoles se contredisent entre eux. On va le voir que la loi fait de même. Et on pourrait dire, et on va terminer tout à l'heure là-dessus, la responsabilité éthique prime sur le juridique et le déontologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes pour savoir si on peut respecter tous les protocoles. Alors, dans le fond, si on les dissèque un peu, quels sont les protocoles qui pourraient devenir prégnants? En matière de soins, aucun soignant ne saurait ignorer le code de la santé publique. Et en tant que citoyen, nul ne saurait ignorer la loi en général. Alors, en santé publique, les 2 grandes lois, je les ai citées, la loi dite Kouchner du 4 mars 2002 et la loi dite Leonetti du 22 avril 2005, insistent en gros, pour faire simple, sur l'autonomie du malade à travers le consentement libre et éclairé. Il n'est donc plus passif, ou du moins c'est le souhait de la loi. Il pourra même être traité comme un acteur capable de participer à la stratégie de soins qui le concerne, comme l'a écrit Pierre Lecoz. Mais est-ce vrai? Est-ce vraiment possible? Car est-il vraiment libre? Et c'est-à-dire toujours autonome et éclairé, c'est-à-dire toujours capable de recevoir l'information médicale. Alors il faut, pour la liberté, est-ce que le malade est vraiment, comme le dit la loi, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé, et le malade a droit à une information claire, loyale et appropriée? Est-ce possible? Alors l'homme malade n'est jamais tout à fait le même que l'homme indemne, il est dans un autre état d'être au monde, et sa rationalité
serait-il lui-même médecin et souvent abandonné au profit d'une approche interprétative du réel. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Aucune règle ni aucun protocole ne pourra alors exonérer le médecin de la responsabilité qui est la sienne d'apprécier le niveau de liberté, donc d'autonomie de son malade. C'est sa responsabilité morale, éthique. Se protéger derrière l'illusoire rempart des documents à faire signer, des décharges de tous ordres pour soi-disant éviter les poursuites, serait le signe de l'abandon de cette responsabilité morale, donc de la propre liberté du soignant, et en quelque sorte le signe d'une lâcheté, point d'interrogation. Alors on voit bien que décréter que le malade est libre, c'est abusif, et se servir de cette impossibilité pour dire qu'il a droit à aucune autonomie, c'est abusif aussi. On voit bien qu'il n'y a que le questionnement éthique au cas par cas qui puisse me permettre de choisir la meilleure position possible aujourd'hui et maintenant pour M. Dupont, pour M. Durand. Alors ça, c'était pour la liberté, mais pour l'asymétrie d'information, pour la connaissance censée éclairer le malade, l'asymétrie d'information semble irréductible dans toute relation soigné-soignant, d'autant que l'état de santé revendiqué par le malade n'est pas un bien marchand ordinaire. N'oublions pas que la médecine est une technique qui ne produit rien, d'autant que cette technicité est toujours risquée. En gros, quand je suis malade, je suis dans un autre état d'être au monde, et quand Guilhem l'a assez bien dit, c'est-à-dire que c'est à moi d'inventer un nouvel état normatif, une nouvelle normativité. Et pourtant, le CCNE a dit que le consentement du malade ne doit plus être simplement implicite, mais explicité. Et on voit bien à travers des mots un peu alambiqués que, bien, dans le fond, on n'a pas de solution normative stricte. Alors, comment, par exemple, faire comprendre à une personne que la vaccination est très utile pour elle d'abord, pour la santé publique ensuite, et qu'elle est pratiquement sans risque, puisque aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé, le respect de l'autonomie de la personne l'interdit si elle n'y consent. Pour autant, sa liberté individuelle ne peut être annulée au profit du bien commun, c'est-à-dire de la santé publique. C'est bien le cas des vaccinations obligatoires ou des isolements contraints en cas de maladie transmissible grave à risque épidémique. Mais devant ce petit flou, je dirais ce flou éthique, on voit bien que le législateur et aujourd'hui le gouvernement marche sur des œufs, puisqu'il a rajouté au consentement, qui était déjà bien décrit dans la loi du 4 mars 2002, dans le fond un droit de rétractation, alors je crois qu'il a été supprimé maintenant, de demander en EHPAD une préconsultation pour consentir à la vaccination, avec la possibilité de refuser la vaccination dans les 4 ou 5 jours, avec éventuellement enfin l'acte lui-même, alors que le consentement fait partie de la consultation et de la vaccination en même temps. On voit bien que l'excès de protocole tue l'intérêt du protocole et rend la décision encore plus difficile et pour le malade, qui pourrait dire si ça devient compliqué, c'est que c'est dangereux, et pour le soignant, qui ne sait plus exactement comment faire pour quelque part se protéger. Alors devant cette asymétrie, faute d'avoir lui-même toutes les connaissances du médecin et faute d'avoir compris ou voulu comprendre les conseils de son soignant, aucun malade ne saurait être toujours considéré comme parfaitement informé. Sans revenir au paternalisme médical, il n'est pas possible pour un soignant de se dédouaner de sa responsabilité morale au prétexte, par exemple, que le patient aurait signé un papier reconnaissant avoir été librement informé. Et dans le fond, pour lutter contre cette aporie, c'est-à-dire comment faire, et Paul Claudel disait à travers cette phrase « Seul Satan est parfait, mais sa perfection l'entraîne au fond de l'abîme », à force de créer des protocoles et des protocoles sur des protocoles, eh bien on arrive dans un monde qui pourrait devenir absolument invivable et impraticable. Alors dans le fond, quelle est la solution, quelle est l'issue de secours? Je crois que l'issue de secours, c'est la confiance. La confiance, c'est comme la foi, cum fides. C'est accepter une chose qui n'est pas tout à fait sûre, le bien ou l'amélioration que m'annonce le médecin, par exemple. Mais c'est aussi l'espérance. L'espoir du bien l'emporte sur la crainte du mal. C'est encore le cas, par exemple, de la vaccination. Mais faire confiance, c'est surtout se placer dans un état de dépendance devant celui à qui on l'accorde. Un état de dépendance accordé et non plus confisqué, comme dans le paternalisme médical. Pour Hegel encore,
la confiance est une caractéristique de la vie éthique. Il appelle ça la Sittlichkeit en allemand, et elle ne peut être régie ni par des contrats, ni par des règles formelles. Et dans le fond, un autre, alors j'ai plaisanté en mettant qu'aucun frigoriste ne pourrait être moralement obligé devant la confiance que lui accorderait le réfrigérateur. Évidemment, nous traitons des personnes humaines. Un autre auteur, Diego Gambetta, va même jusqu'à écrire « Il peut être rationnel de faire confiance à la confiance et de se défier de la méfiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire qu'aucune relation soignée-soignée ne saurait se passer de confiance, soignant-soigné, devant la symétrie d'information et la capacité d'appréciation du patient réduite du fait de sa condition d'homme malade, seule la confiance, mais une confiance saine et non pas une ruse intéressée, comme le dit Gambetta, est à même de corriger l'absence d'une véritable autonomie du patient. Mais c'est alors une confiance qui, avec Emmanuel Lévinas, oblige. Sans relation de confiance, on peut craindre que ne s'installe entre soignant et soigné un simple contrat juridique transformant le soin en acte purement technique, protocolisé à outrance, et dans la dimension technique du soin, le protocole est intéressant, mais dans l'application de cette technicité, c'est-à-dire dans l'indication de ce que je dois faire, moi soignant, à un malade donné en respectant son autonomie, dans cette indication, le protocole ne sert à rien puisque chaque cas est tout à fait particulier. Et si on ne prenait pas garde à protocoliser à outrance la relation soignant-soigné, le soignant deviendrait un simple exécutant. Et le terme usagé, comme tu l'as noté, Perrine, dans la loi du 4 mars 2002, est assez significatif. C'était un malade dans le titre de la loi, c'est devenu un patient dans le premier paragraphe, c'est enfin resté dans les 20 pages qui suivent un usager ER, et dans le compte-rendu dans le journal officiel, le mot usager ER a été écrit usager E accent aigu, ce qui en dit long sur la signification des mots. Alors le plus grand danger, autant pour la médecine et la relation soignant-soigné que pour la société et la vie en commun, demeure celui de la défiance, défiance qui peut être favorisée malheureusement par un excès de protocolisation, comme on a essayé de le dire. Cette méfiance ouvre la porte du ressentiment avec son cortège de rancœur et d'amertume. Je vous conseille de lire le dernier livre de Cynthia Fleury, Sigil amer, et elle apporte toujours la violence au bout du bout. En matière de soins, rappelons-nous Paul Ricoeur, qui évoquait une spontanéité bienveillante de la relation humaine en général, de la relation de soins en particulier, en guise de repère moral de la vie bonne afin de vivre pour et avec autrui dans des situations justes. Et il proclamait que l'éthique médicale ne passe pas forcément, le forcément est fondamental, par un respect servile des textes juridiques, car la valeur et le sens précèdent la norme et la loi. Et je crois que c'est... En fait, j'ai rebondi et j'ai fait une pirouette pour dire qu'il n'y a pas de solution dans cette question que tu posais, Perrine, que nous posons aujourd'hui, mais on va écouter ce que nous dit Marie-Hervé et le public. Je crois que si on perd de vue la finalité de la médecine, qui est vraiment d'essayer de permettre de remettre une personne dans son humanité, on risque de passer à côté. Et si on confond l'autonomie et la liberté pure et dure, c'est-à-dire la liberté de faire ce que je veux sans passer par Rousseau, Kant et Hegel, on risque évidemment d'aboutir à un égoïsme, un individualisme tout à fait préjudiciable aussi. Alors comment fait le médecin ? Il essaie de se débrouiller avec ce questionnement éthique éternel, au cas par cas, avec l'équipe médicale au complet pour essayer de résoudre les conflits qui se présentent à lui. Voilà ce que je peux vous dire très très rapidement. Je dis un grand merci au public, bien sûr, mais vraiment le texte qui conclut, c'est la citation de Paul Ricoeur. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour cette première approche, ton approche à cheval entre effectivement ton expérience de chirurgien et puis la formation que tu as faite en philosophie. Et on va poursuivre sans transition avec les propos de Marie-Hervé. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange entre vous deux. Voilà, Marie-Hervé, je vous laisse la parole pour poursuivre.
Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Du coup, alors moi, je vais parler de la place de laquelle je suis, c'est-à-dire vraiment plus du point de vue philosophique, une sorte de retour réflexif sur le concept même d'autonomie et comment est-ce qu'on peut du coup le penser et le repenser dans la relation du soignant avec le soigné et même à un niveau peut-être à une plus grande échelle. Donc, ça va être assez court, c'est vraiment juste un propos introductif. Alors, donc, comme l'a rappelé le docteur Caillol, l'autonomie dans son sens étymologique signifie se donner à soi-même sa propre loi, ou encore agir selon ses propres lois. En ce sens, l'autonomie s'oppose à ce que l'on appelle l'hétéronomie, qui signifie le fait d'être soumis à des lois qui nous viennent de l'extérieur. Dès lors, dans son sens le plus littéral et fondamental, l'autonomie est un rapport réflexif de soi à soi-même, ou pour parler concrètement, l'autonomie se marque par le fait que je suis capable de penser par moi-même, de décider de mes actes, de choisir entre plusieurs alternatives. Le problème qui apparaît très rapidement lorsque l'on se questionne sur l'autonomie, comme concept fondateur et structurant de l'éthique médicale notamment, est comment savoir qu'une personne est autonome. Puisque l'autonomie, comme je viens de le dire, est une certaine capacité à se déterminer soi-même, à déterminer soi-même ses propres actions en fonction de ses propres lois, comment une personne extérieure pourrait-elle juger de l'autonomie ou non d'une personne ? Comment savoir, autrement dit, si une personne est capable de décider pour elle-même ou pas ? En fait, on le voit et on va le voir, l'autonomie est un concept qui, s'il est très clair théoriquement ou peut apparaître de prime abord comme étant très clair, devient beaucoup plus difficile à évaluer et à délimiter dans ce que j'appellerais l'épaisseur du réel. Et ce, pour au moins 2 raisons. Alors la première raison, nous l'avons esquissée, c'est que par définition, on ne peut pas savoir pleinement lorsqu'une personne est autonome, puisque l'on ne peut pas sonder tout simplement ses intentions et les raisons de ses choix. D'où par ailleurs l'utilisation de critères plus ou moins probants pour déterminer quand quelqu'un peut être jugé autonome ou pas. C'est l'exemple typique de l'âge de la majorité qui est posé d'une certaine manière, de façon arbitraire. Pourquoi 17, pourquoi 18, pas 17, pourquoi 18 et pas 21, etc. Qui est donc la majorité, une des conditions légales de l'autonomie. La seconde raison, c'est que dans la pratique même du langage, l'autonomie est un concept que j'appellerais pluriforme et aussi plurivoque, qui peut signifier différemment selon le contexte d'énonciation. Qu'est-ce que se donner à soi-même sa propre loi ? On le voit, l'autonomie peut signifier aussi bien l'autonomie physique, qui dans ce cas-là s'assimile à une sorte d'indépendance, qui serait donc tout simplement avoir la capacité de se mouvoir soi-même et de s'occuper de sa propre personne. Deuxième sens qu'on pourrait dire l'autonomie morale, qui là s'assimile plutôt à une sorte de responsabilité, qui serait avoir la capacité de décider pour soi-même de ses actes et des décisions et de ce fait du coup être responsable de ses propres choix, de ses propres actions. Et troisième sens de l'autonomie qu'on pourrait dire de manière un peu caricaturale, l'autonomie au sens des lumières, c'est-à-dire être capable de penser par soi-même sans être influencé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur et être capable d'agir en toute connaissance de cause. Dès lors, à la fois parce qu'il est difficile d'établir des critères extérieurs de l'autonomie et parce que celle-ci semble plurivoque, il apparaît plus complexe qu'il n'y paraît de savoir ce que veut dire respecter l'autonomie et a fortiori de savoir si ce respect est pleinement possible. Alors, on va commencer par un petit tour d'horizon, donc pour reprendre un peu ce que M. Caillol a dit. En partant du sens d'abord strict de l'autonomie, comme ça on va voir d'où il jaillit et ensuite ce qu'on peut en faire. Donc, le philosophe auquel on revient souvent lorsqu'il s'agit de fonder ou de penser le concept d'autonomie, comme ce que le docteur Caillol vient de nous prouver, est Kant. Alors, pour le dire de manière très rapide et un peu caricaturale, Kant est celui qui place au fondement de l'obligation morale le principe d'autonomie. Ce qui est autonome chez Kant, c'est la volonté, en tant qu'elle est législatrice, ce qui signifie que la volonté libre est celle qui, étant indépendante de toute détermination extérieure, que lui appelle des déterminations matérielles, peut s'auto-déterminer à agir moralement. Autrement dit, pour être morale, une action doit être déterminée uniquement par la raison.
Et ce qui nous intéresse ici, comme l'a souligné déjà le docteur Caillol, c'est que pour Kant, c'est l'autonomie qui permet de reconnaître notre liberté et donc notre dignité. Dignité qui précisément nous rend dignes de respect. Ainsi, traiter l'humanité en sa personne comme en celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais comme un simple moyen, qui est, vous l'aurez reconnu, la troisième formule de l'impératif catégorique kantien, souvent d'ailleurs maladroitement mobilisé en bioéthique, signifie d'abord et avant tout reconnaître l'autonomie de l'autre en respectant sa personne ou sa personnalité. L'autonomie est donc le signe du respect de la personne. Et c'est précisément ce principe d'autonomie qui est, je crois, introduit pour la première fois concernant la relation de soins dans le rapport Belmont de 1978 qui dit « Le respect des personnes comprend au moins deux principes d'éthique fondamentaux. Premièrement, les individus doivent être traités comme des agents autonomes et deuxièmement, les personnes dont l'autonomie est diminuée ont le droit d'être protégées. » Donc ainsi, on le voit de cette conception de l'autonomie kantienne, déformée en beaucoup de sens, on en a néanmoins tiré dans la pratique la définition suivante, toujours dans le rapport Belmont. Une personne autonome est une personne capable de réfléchir sur ses objectifs personnels et de décider par elle-même d'agir conformément à cette réflexion. Donc, respecter l'autonomie pour un soignant se traduit alors par le fait qu'on ne peut pas administrer un traitement à un patient sans son consentement, comme on l'a vu, et sans l'avoir averti des risques et des bénéfices, ce qu'on appelle donc le consentement libre et éclairé. Une fois le travail d'information fait, en théorie donc, le choix de se faire soigner ou non reviendrait ultimement au patient. C'est ainsi contre l'idée du paternalisme médical, comme on vient de le voir, que le principe d'autonomie est devenu un principe quasi sacré de la bioéthique. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais essayer de voir comment ce principe en théorie viable, en théorie sacrée, peut dans la pratique poser certains problèmes. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on lise ensemble ce petit extrait de l'éthique de Spinoza, qui ne se situe bien évidemment pas dans la relation de soins, mais on va le voir permet peut-être de l'éclairer d'une autre manière. Alors, les hommes se croient libres pour la raison qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et que les causes qui les disposent à appéter et à vouloir, ils les ignorent et n'y pensent pas même en rêve. Il suit deuxièmement qu'en tout, les hommes agissent à cause d'une fin, à savoir à cause de l'utile dont ils ont l'appétit. D'où vient que, des choses accomplies, ils veulent toujours savoir les causes finales et rien qu'elles. Et quand on leur a dit qu'ils sont contents, c'est qu'ils n'ont plus alors raison de douter. Donc si je pars de cet extrait sur lequel on pourra revenir dans les questions si vous le voulez, ce qui ressort principalement, c'est qu'on se représente notre liberté de décider, c'est-à-dire on pourrait dire notre autonomie, sous le schéma « j'identifie ce qui compte le plus pour moi, je me projette », j'identifie ce qui représente un bien selon mon échelle de valeur. Alors, pour prendre un exemple de médecine qui est forcément caricatural puisqu'il vient de moi, par exemple, le refus de chimio pour raison physique, à savoir ne pas perdre mes cheveux, ce qui peut arriver. Donc, j'identifie ce qui compte le plus pour moi, à savoir ne pas perdre mes cheveux, donc implique le refus de la chimio, et je pense que je place librement ce refus en cause finale, ce que Spinoza appelle une cause finale. Je suis consciente de mon désir, à savoir ne pas perdre mes cheveux, de mon action, à savoir refuser la chimio, et j'ai l'impression d'avoir choisi librement. Sauf que, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, avec Spinoza, le schéma est complètement inversé. Ce qu'il dit dans ses textes, c'est que le choix de la visée de mon action est déterminé. Autrement dit, il se peut que ce soit, par exemple, pour continuer l'exemple, que ce soit en fait la peur d'être exclu socialement si je perds mes cheveux, qui est souvent la conséquence d'une chimio, qui est le signe que j'ai un cancer, donc que je suis malade. Autrement dit, il inverse les choses. Plutôt que de se projeter, regardez ce qui nous a déterminé en amont. Dans ce cas, alors, si on applique maintenant Spinoza à la relation de soins, on pourrait dire qu'il ne suffit pas de prévenir le patient. Si tu ne fais pas la chimio, ton cancer ne va nécessairement pas pouvoir se guérir. Mais ça voudrait plutôt dire donner au patient la possibilité d'avoir conscience des raisons qui le déterminent dans son propre choix. Non pas du coup la perte de cheveux, mais la révélation de la maladie et de ses conséquences sociales, par exemple.
Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire une psychanalyse aux patients, mais simplement, c'est pour montrer qu'en fait, ce principe d'autonomie appliqué tel quel, qui peut être une sorte de délégation de la responsabilité du soignant au patient, a ses limites, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on projette sur le patient une liberté de décision que personne n'a en temps normal. Et c'est ça qui est paradoxal avec ce concept d'autonomie. C'est que le patient, en fait, pleinement autonome est une sorte de patient théorique ou idéal, car on présuppose au patient quelque chose qu'on n'a pas en temps normal. On demande au patient d'être plus autonome que la personne qui n'est pas malade. Dans la vie, si on mettait la santé toujours comme raison d'agir en premier, par exemple, on ne fumerait pas, on ne mangerait jamais de bêtises, etc. Et en fait, on voit que dans la relation de soins, on demande de mettre la santé en première ligne et peut-être qu'on en reparlera, mais la santé publique, c'est peut-être aussi ça qui pose problème lorsque c'est elle qui prend les rênes de notre vie sociale et politique. Donc, dans la vie de tous les jours, comme je l'ai dit, la plupart des personnes ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, aussi, on pourra peut-être en reparler, mais lorsqu'une personne accepte sans poser de questions un traitement aussi lourd soit-il, précisément, la question de l'autonomie ne se pose jamais. C'est seulement dans le refus, par le refus, que la question du respect ou non de l'autonomie se pose, et c'est ce qu'on voit avec la question même qui nous est posée ici. Donc ce détour rapide par Spinoza, c'était simplement pour montrer que l'autonomie comme principe suppose toujours, en fait, que le patient est en capacité non seulement de réfléchir, de comprendre, mais aussi de choisir librement. Autrement dit, on voit avec ce détour quasi anthropologique que l'autonomie n'est pas un principe évident. Et de plus, cela nous a permis de voir que la question de l'autonomie ne se pose que lorsque son respect paraît lésé. Enfin, dans un dernier moment... Ah, j'ai oublié de... C'est ça. Dans un dernier moment très rapide, c'est juste pour lancer quelques pistes de réflexion sur lesquelles on pourra revenir. D'essayer de cerner un peu les limites de l'autonomie, quand est-ce qu'elle ne suffit plus ou quand est-ce qu'elle ne s'applique plus ou comment faire pour la restaurer. Alors ma première piste, c'est par rapport du coup à la santé publique, pas du tout d'un point de vue médical ni expert, mais de la simple place qui est la mienne. J'aimerais juste poser quelques réflexions. Alors très rapidement, avec le concept même de santé publique, la formulation même de cette expression de santé publique permet en fait de cerner des enjeux directement. C'est qu'en fait, il s'agit d'ériger au rang d'intérêt public la santé de la population. Et on l'a vu à l'instant avec Spinoza, à quel point dans le rapport privé, ce n'est pas toujours, voire quasiment jamais la santé qui prime, sauf dans le cas de la maladie. Autrement dit, alors que ma santé personnelle est une affaire privée dans laquelle je suis censée être le principal acteur autonome, la santé publique est une affaire publique dans laquelle la santé de la population et non plus du peuple, on pourra aussi revenir sur cette distinction, importe. Donc la santé publique se retrouve ainsi au frottement entre l'éthique et le politique, le médical et le droit. Alors que je peux décider de me détourner de ma propre santé, il n'en est pas de même pour les problématiques de santé publique et on est en plein dedans en ce moment avec le Covid. En plus, la santé publique s'adresse aussi bien aux malades qu'aux bien portants, ce qui change aussi les relations sûrement entre le soignant et le soigné quand on prend l'échelle d'un pays tout entier. Or donc, dans le cadre de politique de santé publique, et on le voit très bien aujourd'hui, le principe d'autonomie est occulté. Entre santé publique et droit individuel, il y a parfois tension et souvent même contradiction. Et j'aimerais juste ajouter une petite remarque et pour rebondir en plus sur ce que le docteur Caillol a dit tout à l'heure quand il a parlé du masque très rapidement, en parlant de l'autonomie comme l'idée que ça serait une sorte de liberté de faire un peu ce qu'on veut et j'ai décidé de ne pas porter de masque, par exemple, vous avez dit. Alors, du coup, j'aimerais faire une petite remarque et ça me permettra aussi de vous répondre par rapport à Kant. À ceux qui, du coup, par exemple, revendiquent leur liberté ou leur autonomie en ne portant pas de masque, qui disent que le port du masque remet en cause leur liberté, en fait, c'est un contresens de penser comme ça et j'aimerais vous montrer très rapidement pourquoi. C'est que le principe même du droit, c'est la coexistence des libertés. C'est la fameuse phrase « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ».
Et cette conception fondamentale du droit, on la doit notamment à Kant qui, dans la doctrine du droit, définit ainsi le principe universel du droit. Et du coup, pour répondre au docteur Kayol, en fait, on voit que Kant, déjà avant Hegel, a introduit autrui, à la fois comme figure de la loi morale, mais surtout comme élément structurant le principe même de la vie sociale et civile et donc du droit. Donc, Kant définit ainsi le principe universel du droit. Toute action est juste qui peut faire coexister la liberté de l'arbitre de chacun avec la liberté de tout autre, selon une loi universelle ou dont la maxime permet cette coexistence. Et il continue ainsi. Si donc mon action, ou en général mon état, peut coexister avec la liberté de chacun selon une loi universelle, celui qui m'en empêche commet à cet égard un acte injuste. Donc si le masque en fait ne servait à protéger que sa propre personne, effectivement dès lors me forcer à le porter serait un acte injuste. Mais ne pas porter de masque en tant qu'il protège aussi les autres, c'est ainsi empiéter sur la liberté d'autrui, ce qui va à l'encontre du principe universel du droit. Et du coup, en fait, il faut distinguer ici la liberté comme pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut, et pour Kant, ce n'est pas du tout ça l'autonomie, de la liberté civile, qui suppose et implique la coexistence des libertés et qui, du coup, dans son principe même, réduit l'autonomie si, par autonomie, on entend cette liberté de se donner à soi-même ses propres lois, de faire plus ou moins ce que l'on veut. Donc ainsi, la santé publique empiète bien sur notre liberté personnelle, mais elle est censée le faire au nom de la coexistence des libertés civiles. Et d'ailleurs, à une échelle plus locale, on le retrouve déjà dans le rapport Belmont que j'ai cité tout à l'heure, dans le rapport même du soignant, de soins, dans la relation même de soins. Respecter l'autonomie, c'est donner leur poids aux opinions et aux choix réfléchis de personnes autonomes, tout en s'abstenant de faire obstacle à leurs actions, à moins que, de façon évidente, ces actions ne causent de préjudice aux autres. Autrement dit, on le voit, l'autonomie est respectée, sauf si autrui entre en jeu. Enfin, je finis ça, voilà. Enfin, une dernière toute petite piste lancée, cette fois concernant vraiment l'idée même de protocole. Donc, encore une fois, je ne peux parler que de la place qui est la mienne, des protocoles sanitaires auxquels vous, médecins, vous êtes soumis et vous le ferez bien mieux que moi. Néanmoins, pour reprendre une idée que Platon défendait déjà dans le Politique, une loi, ou ici un protocole, en tant qu'il est universel, nous dit Platon, est toujours nécessairement déficient, parce qu'il suppose, théoriquement et du coup faussement, l'uniformité des cas. Et je dirais alors que l'autonomie doit pouvoir trouver sa place soit dans l'adaptation, soit parfois même dans la transgression d'un protocole face à l'épaisseur et à la complexité du réel. Voilà, ma présentation est finie. Merci beaucoup. Perdu Michel, non, voilà, il revient. Donc, est-ce que tu peux remettre ton micro, Michel? Voilà, on va peut-être maintenant pour 10 minutes environ ou un quart d'heure vous permettre d'échanger entre vous. Et puis moi aussi, peut-être j'aurai des questions à vous poser. Mais Michel, est-ce que tu aurais des éléments à échanger avec Marie? Alors, bien évidemment, on est en harmonie complète, Marie, avec le côté beaucoup plus philosophique, et merci, et le côté philosophique médical que je prétends éclairer. Par contre, là où, vous l'avez bien dit, la théorie est une chose, la réalité est autre chose, même cette idée dans le rapport Belmont que la liberté, dans le fond, c'est de faire ce que je veux tant que j'empiète pas sur la liberté d'autrui, eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Et là, il faut revenir à l'éthique. Et l'éthique, le philosophe de l'éthique par excellence au XXe siècle, je trouve, c'est Lévinas. Et Lévinas, vous le savez, dit que l'éthique est première. C'est-à-dire qu'avant toutes ces considérations théoriques, philosophiques, fort importantes et qui sont souvent tout à fait judicieuses, comme la maxime de Kant, l'humanité qui est en chacun de nous doit être respectée autant, etc. Mais Lévinas dit l'éthique est première. Et je vous donne juste un exemple qui est caricatural. Vous rentrez dans une pièce où quelqu'un est en train de se pendre, vous arrêtez le film et vous dites, après tout, il est libre, il se pend parce qu'il a envie de se pendre. Enfin, comme disait Pascal, le pendu, il n'a qu'une envie, c'est de ne pas se pendre, mais il se résout à se pendre parce qu'il est désespéré, mais peu importe. Donc, on pourrait dire, il embête personne, de quoi je me mêle d'aller l'empêcher de se pendre? Eh bien, Lévinas vous dirait, l'humanité qui est en vous,
fait fi de toutes ces considérations théoriques et va vous amener à le dépendre. C'est ce que les anthropologues appellent la règle d'or d'une société humaine qui, faute de cette règle d'or, devient une société barbare. Le rempart contre la barbarie, ça n'est pas tant la culture, c'est la civilisation. La civilisation, c'est de reconnaître en tout homme une humanité qui me dépasse moi-même, ma propre humanité me dépasse. Et je crois, sans faire de considérations trop grandiloquentes, qu'en médecine, il me semble que le danger de limiter l'autonomie à inouïe à personne, il fait ce qu'il veut, c'est quelque part, en rebondissant, la toute-puissance du soignant. C'est pas possible qu'il me résiste. C'est pas possible. Comme vous l'avez dit en parlant de Spinoza, il doit bien y avoir des motifs qui lui font se tromper. Mais non, le malade, il peut être idiot, il peut se tromper, et je suis obligé pour autant de respecter son autonomie. Vous voyez que c'est très contradictoire. L'humanité qui est en moi et en lui m'oblige, comme le dit Lévinas, à être dans un échange éthique absolu, c'est la confiance qui m'oblige, l'humanité de l'autre qui m'oblige, et en même temps, en tant que soignant, je ne dois pas penser qu'il n'y comprend rien et qu'il n'a pas compris, il se met en danger, etc. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de solution normative, ni même en philosophie. Voilà, c'est sans rentrer dans des débats trop complexes pour les non-philosophes. Non, je suis d'accord avec vous et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on réfléchit un peu sur le concept d'autonomie ou même sur le principe d'autonomie, on se rend compte que c'est jamais synonyme de liberté au sens de faire ce que l'on veut. Et ça, je pense que ça vaut vraiment dans tous les domaines, même pas seulement le domaine médical, mais la spécificité du domaine médical, c'est qu'il a érigé lui-même ce principe en principe sacré à suivre. Et on voit, comme vous le dites, toutes les ramifications et toutes les difficultés que ça peut poser, en fait. Tout à fait. La liberté et contrainte, tout à fait. J'aimerais bien rebondir aussi sur ce que vous avez dit. Michel, tu parlais donc de cette responsabilité éthique qui prime sur le juridique. Et c'est quelque chose, il me semble, dans les échanges qu'on a eus depuis le mois de mars autour de la crise Covid au sein des espaces éthiques et en particulier dans le nôtre, quelque chose qui revenait sans arrêt de la part des professionnels de santé, puisque la cellule de soutien éthique était là pour soutenir les professionnels de santé face à cette crise qui arrivait de façon inattendue et à laquelle il fallait faire face. Et la question était souvent, dans certaines injonctions qui nous sont faites, dans certains protocoles qu'on nous demande d'appliquer, il y a des choses qui nous paraissent presque, alors je ne dirais pas inéthiques, mais en tout cas qui ne vont pas avec les valeurs, nos propres valeurs du soin. En particulier, quelque chose qui revenait très souvent, c'était autour de l'impossibilité pour les familles d'accéder auprès des malades, et en particulier au moment de la fin de vie, qui paraissait d'une grande cruauté pour beaucoup de soignants. Et beaucoup ont, à un moment donné, décidé quelque part de transgresser ces règles qui leur étaient imposées par l'institution, en évidemment prenant toutes les mesures possibles, protéger au maximum et les patients et les visiteurs et les soignants. Voilà. Et cette limite-là de quand est-ce qu'on transgresse finalement des règles, qu'elles soient juridiques ou toute autre sorte de normes qui s'imposent à nous au nom de l'éthique, c'est très difficile à manipuler finalement. C'est très personne dépendant. On voyait que face à ces situations, un certain nombre de professionnels souhaitaient vraiment rester complètement au plus près des normes qu'on leur imposait, comme les normes de respect de la santé publique et de tous, et d'autres s'autorisaient à transgresser. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment extrêmement difficile parce que ça mobilisait aussi la question du risque d'être tenu pour responsable en cas d'événement indésirable, quel qu'il soit. Et voilà, donc c'était une question autour de ça, de comment finalement les valeurs professionnelles, valeurs d'éthique professionnelle, à un moment donné peuvent être prises être tenues pour plus importantes que les normes juridiques ou pas, enfin les normes qui s'imposent, et qu'est-ce qui autorise éventuellement à transgresser. Donc je ne sais pas si Marie ou Marie peut-être, si vous pouvez. Oui. Moi, bon alors, juste
cette idée de hiatus entre les valeurs professionnelles et le protocole qui… L'invitation et merci à tout le monde d'être là. Je vais partager l'écran parce que j'ai une présentation. Voilà, il y a quelqu'un qui… Vous voyez, donc, dans notre… Un pirate. On a… C'est bon? Mais non, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est… C'est Valérie qui pirate, non? Non, je ne sais pas qui c'est qui a piraté. Bon. Allez-y, Marie. Oui. Alors, il y a un petit passage à vide. Oui, c'est pas grave. Du coup, oui, en fait, ça me fait poser la question de savoir en fait à qui sert le protocole finalement. Parce que si on en est au point de prendre la responsabilité soi-même dans sa propre personne de risquer pénalement quelque chose si on ne suit pas le protocole, dans ce cas-là, vraiment, ça me fait me poser la question de savoir à qui servent ces protocoles. Est-ce que ça sert à donner des pistes simplement aux soignants pour qu'ils puissent adapter à chaque fois les nouvelles contraintes qu'on lui donne et qu'ils puissent essayer de s'y retrouver? Ou est-ce que ce ne sont pas des sortes de cadres énormes pour surprotéger d'une certaine manière légalement une sorte de responsabilité qui du coup ne dépendrait pas du soignant mais de je ne sais pas quel organisme du gouvernement ou je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Très bien. Je crois, Marie, que c'est la deuxième hypothèse qui marche. Il y a une tendance dans la société, en médecine en particulier, on a fait plusieurs débats et conférences sur ce sujet, à la juridiciarisation et à la crainte de ça. Et le meilleur argument contre cette idée reçue qui est fausse, hein, je le maintiens, c'est ce que disait le secrétaire général du syndicat des assureurs en responsabilité civile professionnelle. Vous parliez de pénal, les 3/4 du temps en médecine, c'est du civil, hein, mais restons là-dessus. Le secrétaire général, celui qui paye, hein, moins il paye et plus il prend vos cotisations, plus il est content. Donc, il n'y a pas d'éthique au milieu, c'est du pragmatisme pur et dur. Eh bien, ce secrétaire général nous disait à Sciences Po en 2009, il y a 10 ans, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, 98% des procédures, donc des conflits juridico-réglementaires, ce qu'on peut inventer, entre soignants-soignés n'existeraient pas, n'auraient pas eu lieu si on avait simplement communiqué. Oui. Ça veut dire que la médecine est une relation humaine et qu'elle ne peut pas être une relation contractuelle pure, même s'il faut l'encadrer. C'est l'histoire des papiers à signer. Lorsqu'on fait des formations sur la liberté de sortie du malade de l'hôpital. L'hôpital, depuis Foucault, n'est plus une prison et je peux partir quand je veux. Il n'y a plus de fugue, il n'y a pas d'évasion. Et bien pourtant, 20 ans après, on fait toujours signer au patient qui s'en va une décharge, qui veut strictement rien dire, et quand il s'en va à la police en disant il a fugué, ce qui est complètement paradoxal. Donc je crois qu'il y a une crainte irraisonnée des soignants devant la machine juridique et l'État, le gouvernement, surtout pendant la Covid, en rajoute une couche. Et je rebondis pour répondre aussi à Perrine sur les personnes âgées et pour les enterrements et pour les fins de vie et pour les personnes dépendantes. Évidemment, cette idée d'ultra, ce que disait Marie, de rajouter une couche à une couche de procédures, comme cette histoire de consentement en 2 étapes chez les personnes âgées pour la vaccination, ce qui est totalement ridicule. Enfin, on ne va pas dire à quelqu'un je vous fais ça et puis réfléchissez, je vous refais ça, quand c'est faisable dans une consultation. Donc, comme si les instances, les autorités sanitaires pris dans ce on, hein, le on heideggérien, comme si ce monde impersonnel rajoutait des couches pour rendre le réel justement beaucoup moins réel. Et je crois qu'il faut s'en méfier. Donc je rebondis ce que dit Perrine. Oui, de temps en temps, il faut transgresser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être hors la loi. Paul Ricoeur dit bien forcément. Hein, forcément. Hein. Alors juste, je profite là de lire de porter l'attention de tous, ce qui apparaît dans la discussion, ce qui est non éthique dans les procédures, DGS, protocoles, recommandations HAS, et de ne pas être évalué. Donc la question, effectivement, d'où viennent, ça rebondit un petit peu sur ce que disait Marie, d'où viennent finalement ces protocoles, ces procédures, et qu'est-ce qui fait foi pour que face à elles, quelque part, les soignants se sentent suffisamment en confiance pour les appliquer telles quelles, ou au contraire vont être amenés à les critiquer et pour certains à les transgresser.
Ce qu'on a pu observer en ce sens, c'est qu'il me semble, au cours de la première période de confinement, la première vague de l'épidémie, il y avait une sorte de paralysie face à ces protocoles qui étaient appliqués de façon très stricte, sans remise en question, mais par ailleurs qui faisaient l'objet de discussions de la part de certains professionnels, en éthique en particulier, mais pas seulement, au niveau des associations de patients, etc. Il y a eu des remontées vers le gouvernement, vers les décideurs pour dire, et là, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les revoir. Et du coup, la deuxième période, on a vu donc, tout autant de protocoles, mais finalement, où à chaque fois était précisé que l'application de ces règles devait rester à l'appréciation des chefs de service, des professionnels, etc. Donc, laisser une marge possible, c'est-à-dire la règle générale, elle est de cette façon-là, mais vous avez chacun la marge de l'adapter en fonction de l'organisation de votre service, etc. Donc, cette possibilité d'adaptation apparaissait. Pour autant, ça rend quand même assez compliqué, du coup, l'exercice professionnel, parce que finalement, et notamment en termes d'impression d'être les derniers à être les responsables au bout, c'est que beaucoup de professionnels pouvaient avoir l'impression qu'on les lâchait, que les décisions difficiles, ça allait être à eux de les prendre, pendant que les directions, à tous les niveaux, elles posaient des règles un peu carrées. Voilà. Donc, sur la question de la décision, là, on est passé à l'autonomie du patient, à l'autonomie des soignants face au protocole, mais pour les soignants, c'est vraiment assez complexe. Il nous a semblé, et peut-être d'autres pourraient en témoigner, de se dire jusqu'à quel point je garde une liberté d'exercice en fonction de mes valeurs, quand par ailleurs on m'impose, et notamment pour la santé publique, un certain nombre de règles. Et là aussi, c'est aussi une tension interne pour les soignants de se dire je dois à la fois respecter mon patient en tant qu'individu et à la fois respecter la santé publique qui peut faire que mon patient, celui que j'ai là devant moi, va être en partie un peu sacrifié à la santé publique. Mais d'une certaine manière, ce que vous dites, juste, ça me fait vraiment faire un parallèle qui me paraît quasi évident en fait avec ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale ou même le statut même des professeurs. J'ai l'impression que c'est d'une certaine manière un peu similaire avec ce que vous venez de décrire avec les soignants, pardon. C'est-à-dire qu'il y a un protocole plus ou moins général qui est donné et à chaque établissement de s'y acclimater. Ce qui peut paraître, comme vous le dites, une sorte de bonne solution puisque du coup, on laisse une marge d'action, une marge d'autonomie, qui néanmoins fait peser du coup toute la responsabilité sur les professeurs de savoir est-ce que je garde ma classe entière parce que le bac est là dans 2 mois, donc je prends le risque de tous les avoir. Est-ce que je divise la classe en 2? Et j'ai l'impression, même si c'est pas du tout le même domaine, mais qu'en fait on retrouve les mêmes problématiques de savoir face à un protocole qui se veut à la fois hyper contraignant et en même temps qui laisse des trous, des marges et des acclimatations, comment s'y retrouver en fait? Oui, effectivement, c'est très semblable. C'est très semblable. Oui, ça ressemble, c'est des actions morales, les deux, ce n'est pas des fabrications. Marie, l'enseignement comme la justice ou la médecine, c'est une action, donc ça ne produit rien, au bout, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet. Je crois que ça vient de là. Mais ce que tu dis et ce que a rebondi Marie, il y a 2 volets. Il y a le volet si tu veux, c'est l'argument habituel, le savoir donne le pouvoir. Comme je sais que le cancer du côlon se développe parce qu'on ne mange pas assez de fruits et de légumes, je risque de vous imposer, moi, l'État, l'autorité, de manger 5 fruits et 5 légumes tous les jours. Tant que c'est un conseil, on est ravi. Quand c'est un ordre, ça revient à la phrase de Paul Claudel, Satan est parfait, mais sa perfection l'entraîne au fond de l'abîme. Un pays où mon autonomie serait annulée par le pouvoir, je dirais médical en l'occurrence, dans ces protocoles, c'est un pays invivable, c'est un monde inhumain. Donc, laissez-moi l'autonomie en ayant conscience que manger 5 fruits et 5 légumes, ça serait bien, que si je mange trop de viande, c'est pas bien, mais foutez-moi la paix. Si j'ai envie de manger un peu de viande, laissez-moi encore cette liberté, même si elle est encadrée. J'ai l'impression... Allez-y, Marie, allez-y. Non, juste pour rebondir sur ce que vous dites, j'ai l'impression que même quand c'est dans l'ordre des recommandations, de toute façon,
la personne a une sorte de culpabilité ou culpabilisation qui marche. Moi, il y a cette expression de cancer évitable qui m'a toujours paru C'est ça. assez Vous avez incroyable. tout à fait raison. C'est ce que je m'appelle, mais là, on dérive un petit peu, mais ça rejoint quand même, c'est le pouvoir médical, l'excès, on va dire, d'autonomie de la médecine qui voudrait imposer des règles de vie sous des critères sanitaires. Donc, pour répondre à Perrine, l'excès des protocoles liés au savoir, c'est le danger, le savoir donne le pouvoir. Non, le savoir, c'est le savoir, le pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas les médecins qui doivent décider les décisions politiques. Ça, c'est le premier point. Et en amont, pour le soignant lui-même qui est devant sa propre responsabilité, j'ai essayé dans ma petite intervention de dire que tu as raison, la seule issue, c'est pas tant d'avoir peur d'aller en prison ou de mal faire, c'est quelle est ma finalité. Et puisque ma finalité en médecine, c'est de permettre à quelqu'un d'exister comme un être humain, quelles que soient les conditions, eh bien peut-être que la relation de confiance, c'est la seule issue possible pour arriver à cet échange. Je te donne un exemple vraiment qui est un peu compliqué, mais c'est l'autonomie du chirurgien que j'étais et qui rajoute la prégnance du système technique. Je vois quelqu'un à l'époque, par exemple, j'invente, qui a une lésion du ménisque du genou. Je le sais cliniquement. Je le sais, il n'y a pas de problème. Il a confiance en moi, il accepte l'intervention. Malheureusement, pendant l'induction à l'anesthésie, il décède, c'est la faute de personne. On va me demander pourquoi je l'ai opéré. Je vais dire parce qu'il avait une lésion méniscale. Prouvez-le-moi. Ben, je ne vous prouve rien, je vous dis qu'il en avait une, c'est mon expérience de médecin clinicien. Ah, il n'y a pas d'IRM. C'est-à-dire que pour se protéger, on impose des actes et des... C'est une perte d'autonomie à la fois du médecin et en même temps, je peux très bien comprendre qu'on l'a vécu, hein, ça peut nous mettre en danger. Donc, on peut se protéger arbitrairement par des tas d'examens, des tas de protocoles on a perdu Michel. assez souvent inutiles, qui compliquent la relation et qui peut-être, vont la détériorer. Alors justement, dans les... Là où ça coupe. Oui, ça y est. Dans le chat, on va passer à ces échanges. Il y a quelqu'un qui va dans ce sens-là, qui apporte un éclairage. L'évidence-based medicine a rassuré beaucoup de médecins qui voient dans les protocoles une diminution du risque d'erreur médicale et qui sont désormais exprimés par les patients. Donc, il y a effectivement cette question autour de l'erreur possible et de la judiciarisation, et le fait de suivre un protocole, ça, quelque part, encadre un peu. Peut-être que ça limite aussi, d'une certaine façon, les erreurs. Voilà. Et quelqu'un qui répond, non, les protocoles ont été appliqués selon l'adaptation individuelle du soignant. Comment le patient peut-il savoir quel humain est son soignant face au protocole? Effectivement, voilà, il y a cette question. Effectivement, il y a une disparité dans les réactions de chaque soignant face au protocole et dans la façon dont ils vont en user et les appliquer, et les adapter éventuellement. Et puis, je remonte un peu parce qu'il y avait aussi une question, peut-on définir les limites à l'autonomie selon qu'on est patient ou soignant? Donc, on a deux remarques. Et puis, cette question des limites à l'autonomie qui tourne autour de la même question. Je sais pas si allez-y. Ouais. Juste, alors moi, si on reste dans le cadre du coup de l'éthique médicale, j'ai l'impression que les concepts forts de l'éthique médicale, en fait, se limitent entre eux. Par exemple, si on prend le concept d'autonomie face au concept de bienfaisance, on voit que très souvent, quand on réfléchit sur des cas cliniques ou même à une échelle plus théorique, le concept de bienfaisance est celui-là même qui vient limiter celui d'autonomie. C'est par exemple ce qui se passe dans les EHPAD, on peut en parler ou pas, je ne sais pas, je lance juste ça comme ça, mais et du coup, en fait, la bienfaisance, c'est ce principe qui est censé définir, on l'a vu, ce qu'est le bien pour le patient, mais dans ce cas-là, toute la question est de savoir quel est ce bien-là. Donc, on l'a vu avec le confinement dans les EHPAD, et en fait, on voit du coup que si on est sûr de savoir ce qui est mieux pour le soignant et que le soignant refuse, on est pris dans ce dilemme entre l'autonomie et la bienfaisance, respecter l'autonomie ou lui imposer son bien d'une certaine manière, ce qui revient bien sûr à adopter une posture parfois un peu trop paternaliste. Mais du coup, on voit comment en fait ça peut être à l'intérieur même de l'éthique médicale qu'on trouve des systèmes de limitation de l'autonomie. Sinon, juste
sur un plan beaucoup plus large ou hors médecine et vraiment sur un plan philosophique, l'autonomie, elle est très spécifiquement, en tout cas chez Kant, qui est celui duquel plus ou moins tout découle, limitée à la sphère morale. C'est-à-dire que dès qu'on passe dans la sphère juridique, par exemple, on ne trouve plus ce concept d'autonomie. Voilà. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. La limite entre la bienfaisance et l'autonomie, on pourra en parler longtemps, mais je vous donne un exemple aussi caricatural et sans trop épiloguer. À 18 ans au Brésil, pour l'anniversaire des jeunes filles, jusqu'à présent, on leur offrait la chirurgie esthétique de leurs fesses pour qu'elles aient des fesses rondes comme les africaines, lordosées, là, etc. Bon, est-ce que c'est du bien? Alors, elles sont autonomes, elles le veulent, c'est soi-disant leur bien. Est-ce que accepter ça, c'est pas faire le contraire de la médecine, c'est-à-dire un acte qui est de l'extramédicalité, comme disait von Weizsäcker, un philosophe de la médecine. Donc, la médecine doit rester dans son champ. Ça, mais c'est très compliqué à cerner, mais c'est le courage et la responsabilité morale du médecin de rester dans son champ. De transfuser un enfant témoin de Jéhovah, même si il peut se dire que cet enfant va rentrer dans un monde, dans une communauté où il sera peut-être décrété impur. Je dirais froidement parler, c'est pas mon problème, c'est son problème. Je suis pas tout puissant à m'occuper de la vie des gens jusqu'au bout du bout du bout. Ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite que posait Perrine, la limite de l'autonomie du soignant et du soigné, eh bien, il faut revenir à ce que disait Heidegger, le médecin n'arrive pas, le médecin malade n'est plus un médecin. Et en tant que médecin, ce n'est pas parce qu'il est médecin qu'il ne sera pas malade. Donc la médecine en soi, c'est vraiment une médiation. Et quand vous êtes malade, et je l'ai été, tu le sais, on ne le fait pas, eh bien, tu n'es plus du tout comme quand tu n'es pas malade. C'est-à-dire le statut que tu as de malade, de soigné. Serais-tu médecin, serais-tu infirmière, serais-tu philosophe, serais-tu ce que tu veux, tu es réduit à l'état de maladie, de malhabitus, et ça prime sur tout le reste. Tout le reste s'efface, quoi qu'il apparaisse. Et c'est ça qui est compliqué à prendre en charge dans la relation soignant-soigné, parce que l'apparence, le personnage du malade, il agit beaucoup il influence beaucoup le médecin. Il faudrait arriver, si tant est que ce soit possible, de s'en débarrasser pour dire c'est pas le personnage qui m'intéresse puisqu'il est totalement faussé par la maladie, c'est l'humanité de l'autre, c'est l'altérité avec un grand A, mais peut-être qu'on est un peu idyllique, je sais pas. Et je crois que l'autonomie du soignant, pour moi, elle se limite à l'humanité qui est en lui, qui est plus grande que lui. Et elle se limite vis-à-vis de son malade, à l'humanité qui est dans le malade et qui est plus grande qu'évidemment la mienne, etc. Comme disait Pascal, il y a quelque chose dans l'homme qui passe l'homme. Alors, on poursuit. On passe à... Ouais. Merci Michel. Donc une autre question, je ne comprends pas forcément trop. L'Internet intervient-il dans l'idée de consentement et comment aujourd'hui? Alors l'Internet peut-être à travers toute l'information. Moi j'aurais envie de revenir, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est ça que voulait dire la personne qui a posé cette question, mais à ce que vous disiez au tout début, Marie, sur ce qui préexiste finalement, ce qui nous préexiste, nos représentations, je pourrais dire, si j'ai bien compris ce que vous dites, qui nous finalement font croire qu'on est autonome alors que quelque part on est déjà un petit peu prédéterminé parce qu'on a vécu au préalable dans nos choix. Et est-ce que du coup l'accès à Internet, peut-être tous les réseaux sociaux, peut-être tout ça interviendrait dans la façon que les personnes auraient de raisonner, de consentir, de se positionner? Alors plus qu'un avis, juste peut-être une remarque sur cette idée-là, c'est que Internet, je pense, a vraiment changé la manière même d'appréhender ne serait-ce qu'une consultation médicale. Enfin, moi, du coup, je peux parler encore une fois que de mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'avant, dans les consultations médicales, il y avait le médecin, le patient, et qu'avec l'arrivée d'Internet, on peut être sûr que peut-être 7 fois sur 10, le patient a déjà tapé sur Internet les symptômes qu'il a, ou par exemple le vaccin, là on est en plein dedans, chacun fait ses propres recherches, comme si un
Internet avait plus ou moins le même statut que le médecin et que face au médecin, du coup, on peut s'autoriser à lui dire mais j'ai lu ça, mais j'ai lu ça, mais j'ai lu ça, ça va pas avec ce que vous dites, c'est contradictoire, etc. Du coup, dans ce cas-là, on pourrait dire que Internet paraît peut-être parfois comme une sorte de tierce personne qui a le gros défaut de ne pas pouvoir on peut pas dialoguer avec lui, on peut que lui poser des questions et on ne sait pas si c'est vrai, faux, etc. Mais j'ai l'impression que ça prend une place de plus en plus grandissante bon, dans plein de strates. Hein. Encore une fois, dans l'éducation, on peut en parler aussi longuement. Mais dans le rapport même de la médecine, je pense que effectivement, le fait même que le soignant, en fait, n'est plus la seule référence du savoir, j'ai l'impression. Oui, Et du coup, dans la question de l'autonomisation, est-ce que finalement cet accès à ce savoir autre que le savoir uniquement médico-scientifique contraint par le médecin que je vois ou la science à laquelle on réfère, ça me donne plus, ça m'autonomie, ça me donne plus d'autonomie, ou est-ce qu'au contraire, ça vient brouiller les pistes, ça vient altérer cette possible confiance que Michel, tu nous donnes comme une condition presque sine qua non à la relation de soins. oui. Michel, qu'est-ce que tu... Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, d'autant que les données sur Internet, ce sont théoriquement des données, on pourrait dire, de vérité scientifique, mais sauf que, premièrement, ça n'est pas aussi vrai que ça, et deuxièmement, la médecine n'est pas une science. La médecine est dans un monde d'incertitude. Ce qui est vrai en général n'est pas forcément vrai pour moi en particulier. Vous connaissez tous la courbe, la médiane de survie, c'est la courbe de Gauss, hein, où la moitié, en fonction du temps par exemple, la moitié des malades qui ont telle pathologie, au bout de 6 mois, sont morts. Monsieur Dupont va vous dire, j'ai vu sur l'Internet que la moitié des malades qui ont la pathologie que vous me dites vont mourir. Où j'en suis moi? Qui le sait? Personne. Je ne peux pas vous dire quand vous allez mourir, je ne peux pas vous dire si vous allez faire partie de la moitié ou du tiers ou du premier tiers, ou etc. C'est-à-dire que Internet donne des exactitudes qui ne sont pas des vérités et qui sont générales. C'est un monde virtuel, théorique. Par exemple, en orthopédie, si le malade vous demande, enfin ça ne m'est pas arrivé puisqu'à l'époque, mais alors docteur, ça s'infecte. Non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a que 1,5% de risque d'infection. Ça ne veut rien dire, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il y a 99% de risque que ça aille bien. Mais sauf que quand vous êtes infecté, ce n'est pas 1,5%, c'est 100%. Et cette démarche intellectuelle de comprendre que les assertions sur Internet ou sur une encyclopédie, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, ce sont des assertions virtuelles, théoriques, qui ne correspondent pas à la réalité, il y a une difficulté d'échange avec le malade là-dessus. C'est évident. Donc, je ne crois pas, Marie, que ce soit une tierce personne, mais je suis de l'avis de Perrine, c'est quelque chose qui embrouille encore un peu plus les cartes. Et il faut beaucoup de diplomatie et de courage pour le médecin pour s'en débarrasser sans le mettre complètement à la poubelle. Le malade peut s'informer, mais c'est une information très virtuelle qui ne vaut pas grand-chose. Enfin, on le sait tous. Ça vaut pas grand-chose. Alors moi, je ne serais pas complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je posais la question de l'autonomisation, c'est que je pense que c'est les deux à la fois. C'est que c'est à la fois quelque chose qui permet à certains patients d'arriver avec un savoir déjà un peu constitué, même s'il y a peut-être des éléments qui ne sont pas tout à fait justes, qui lui permet peut-être d'être un interlocuteur plus présent dans la relation de soins parce que il va venir dire j'ai lu ça, etc. Et le médecin va pouvoir dire non mais argumenter. Et la confiance est nécessaire. Effectivement, au final, c'est la parole de l'humain médecin qu'on a en face de soi qu'on va faire prévaloir sur toute cette lecture. Mais ça peut être aussi un système de brouillage qui complique effectivement, enfin qui rend peut-être le patient plus prisonnier de tout ce brouhaha, de toute cette... Alors quelqu'un parlait là pour on a encore 10 minutes, je voudrais laisser aussi la parole à la salle, donc autour de la question, alors je ne comprends pas la question, mais disons je vais en sortir un point qui est la question de la priorisation. La priorisation des risques versus les bénéfices, la priorisation dans le choix peut-être des personnes à vacciner par exemple, en quoi ces règles de priorisation, là aussi, elles nous soumettent complètement, c'est-à-dire que finalement, on est prioritaire, on ne l'est pas, on se range à ça, on n'a plus rien à décider. Comment, face à ces critères de priorisation, éventuellement, un soignant pourra apporter sa contribution, comment, en tant que patient,
on peut se sentir garder une certaine autonomie, et notamment au regard comment dire, de peur. Par exemple, là, sur la vaccination, effectivement, il y a des critères de priorisation, je ne les remets pas en question. Mais parmi les gens les plus à risque, il y en a peut-être qui n'ont pas tellement peur et qui n'ont pas tellement envie de se faire vacciner, ou en tout cas qui sont prêts à attendre, et d'autres qui ne sont pas prioritaires et qui sont extrêmement terrorisés par cette infection, et peut-être pour lesquels le vaccin aurait un effet bénéfique aussi. Enfin voilà, donc quelle est cette, voilà, cette place, et puis l'organisation aussi de cette priorisation. Donc ça, c'est une première question. Et puis, je descends un petit peu. Quelqu'un faisait remarquer que dans la question de l'Internet et peut-être de l'accès aux médias, c'est aussi des paroles dissonantes entre experts qui ont pu créer du trouble, et eux-mêmes, en tant qu'experts, est-ce qu'ils parlent d'un point de vue plus qu'autonome, rationnel, par rapport à leur savoir, ou au contraire dans une façon d'exister, bon ça c'est une remarque, hein, de vouloir exister à travers un pouvoir. Les protocoles ne viennent-ils pas au secours, je lis tout, donc au secours de l'institution, ne sont-ils pas une défense de l'institution devant sa fragilité, son manque de moyens au détriment du pouvoir médical qui se voit bien affaibli? Et puis personne n'est une statistique. Bon, je vous livre voilà. On a une petite dizaine de minutes. Je vous laisse à chacun, toi Michel et puis vous Marie, un petit mot de la fin. Je vais voler la parole à Marie que oui, allez-y. Juste sur la priorisation. Marie, sur la priorisation, je crois je trouve que ça n'a pas été assez dit, puisque ça rejoint l'histoire de liberté, d'autrui, de santé publique, de tout ce qu'on veut. Quelqu'un d'âgé, fragile, qui a peur, on va dire quelqu'un qui veut être vacciné, qui a peur d'être vacciné, qui a peur d'avoir la maladie et qui veut être vacciné, qu'on le mette en priorité, ça n'est pas honteux par rapport aux jeunes ou autres, pour la bonne raison. Ça n'est pas pour protéger les personnes âgées dépendantes, on pourrait dire d'un point de vue très froid et très horrible, dont la durée de vie est beaucoup plus courte, etc. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est que malheureusement, ces personnes âgées dépendantes, si par malheur elles attrapent la Covid, elles ne vont pas en mourir toutes, évidemment, mais elles vont encombrer le système hospitalier. Donc c'est uniquement pour soulager le système hospitalier qu'on vaccine d'abord les personnes âgées dépendantes et les personnes les plus à risque, non pas d'avoir ou des complications ou d'en mourir, mais d'encombrer, c'est très pragmatique et très froid ce que je dis, d'encombrer le système hospitalier. Ça, c'est le premier point. Quant à ces mêmes personnes qui ne voudraient pas être vaccinées parce qu'elles n'ont pas envie, je crois que là, la question de la limitation de leur autonomie, eh bien, elle s'impose devant la santé publique. Mais la vaccination n'est pas obligatoire. Mais c'est un manque de solidarité que de refuser d'être vacciné. Voilà, il y a les deux volets. Et je crois que... D'accord. Et justement, là, je rebondis sur une dernière question, enfin, au dernier point. C'est pour les personnes en EHPAD. Et puisqu'il faut bien décider, là, il y a un moment... Pour les personnes en EHPAD, et la question de la vaccination faite pour leur bien, dans un contexte collectif, le bien collectif dans un EHPAD, et on revient là sur la question de l'obligation ou pas de vaccination, est-ce qu'on doit absolument avoir un consentement au sens strict du terme, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans certains contextes, une nécessité à protéger tout le monde pour leur bien, quoi, à faire Alors, le pour leur bien est un peu emphatique, parce qu'en réalité, c'est pour ne pas saturer l'hôpital. Même s'ils n'en décèdent pas, et on leur souhaite vivement, une personne âgée risque d'aller à l'hôpital et d'occuper un lit. Et ce lit sera occupé... Elle peut en mourir aussi. Enfin, c'est-à-dire c'est à la fois pour elle peut en mourir. Pour protéger le système de santé. Elle peut en mourir. Mais l'argument numéro 1, c'est protéger le système de santé. Parce que même les personnes âgées qui en meurent plus que les autres, en meurent globalement très peu. La Covid n'est pas très dangereuse en létalité. Elle est dangereuse dans certains cas, mais même là, c'est pas catastrophique. C'est l'encombrement du système de santé. Donc là, il y a un effet de solidarité. Mais c'est très difficile d'abord à dire et à accepter peut-être. Hein. C'est compliqué. Hein. Marie, pour l'instant, un dernier mot, et puis on se quittera, je crois.
Moi, juste une remarque pour conclure par rapport à cette histoire de priorisation, etc. et qu'on peut voir même à une plus grande échelle hors la priorisation, c'est que depuis le début de cette crise, avec ce conseil scientifique, etc., qui a lieu, en fait, on a l'impression que la décision politique se cache ou se rattache à ce qu'on appelle les experts. Et j'ai l'impression que, en fait, fondamentalement, la politique, c'est un pouvoir de décision dans une incertitude, même hors temps de pandémie, avec ou sans pandémie. C'est le principe même de la décision politique. C'est déjà ce que Max Weber disait dans sa conférence sur le politique. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion entretenue sciemment ou pas, de vouloir coller la politique à l'expertise en disant on fait ça parce que c'est bien, on fait ça parce que c'est pour votre bien, on fait ça parce qu'on sait que c'est bien. Mais je pense que pour peut-être le bien psychologique de tous, il faudrait qu'on arrive peut-être à comprendre ou à recomprendre que la décision politique n'est jamais une décision purement experte et qu'elle a toujours sa part d'incertitude et que malheureusement ou heureusement, autre chose peut être fait ou autre chose aurait pu être fait, mais il y a toujours quand même tout ça pour dire que c'est une décision politique, même si elle a des sous-bassements sanitaires, des raisons qu'on peut entendre, comme nous l'a dit le docteur Cailleul. Je pense qu'il faut quand même se recentrer sur le fait que ces décisions sont des décisions politiques, et même si elles ont lieu dans le champ sanitaire, et c'est là toute la question et toute la difficulté, c'est avant tout une décision politique. Voilà. Et Perrine, pour conclure sur cette belle conclusion de Marie, je dirais que c'est exactement la décision, c'est de décider sans être certain, et la décision, ça amène à l'humilité. Je ne suis jamais certain que ma décision, c'est la bonne. Et à propos du respect de l'autonomie du malade, qui était notre sujet, eh bien, au bout, il va bien falloir que je décide, ou je respecte son autonomie, ou je ne la respecte pas autant, ou etc., tout ce dont on a parlé. Et c'est vraiment mon engagement de soignant qui implique ce courage de décider, en sachant que ce n'est peut-être pas la décision qu'il aurait fallu prendre, qui est jamais idéale. Il n'y a rien qui est idéal ici sur Terre, a priori. Bon, merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci de cette participation animée. Merci à ceux qui nous ont suivis jusque-là pendant cette heure et demie.